Un seul acte de gentillesse peut déclencher une révolution dans un monde gouverné par la richesse et le pouvoir. Pour Évelyne Dubois, une serveuse qui ne possédait rien d'autre que son intégrité, défendre un jeune plongeur adolescent du mépris d'un milliardaire était simplement la chose juste à faire. Elle n'aurait jamais imaginé que ce moment de défi unique démêlerait un écheveau de secrets, de mensonges et de dynastie familiale, culminant en un cadeau dépassant ses rêves les plus fous. Une Rolls-Royce flambant neuve. Mais qui était le mystérieux bienfaiteur? La réponse est une tournure choquante que vous ne verrez pas venir. Voici l'histoire de comment une serveuse a renversé un empire. Le tintement des verres en cristal et le faible bourdonnement des conversations suffisantes emplissaient la salle à manger opulente de la Cage Dorée, un restaurant qui accueillait l'élite de la ville. Évelyne Dubois se déplaçait dans le labyrinthe des tables avec une grâce exercée, son sourire un masque poli qui dissimulait la lassitude dans ses os. À 23 ans, elle était une vétéran de l'industrie des services, un monde où le client avait toujours raison, surtout lorsque sa valeur nette pouvait acheter tout le pâté de maison. Ce soir-là, l'air était particulièrement lourd, chargé du parfum de parfums coûteux et de suffisance. Henri Lemoine dînait à sa table d'angle habituelle, un homme dont la fortune était aussi vaste que son ego. C'était un titan de l'industrie, un nom qui faisait trembler les marchés boursiers et pleurer les entrepreneurs en herbe. Pour le personnel de la Cage Dorée, il était un nuage d'orage ambulant, un homme qui semblait tirer plaisir de l'inconfort des autres. Évelyne remplissait les verres d'eau quand elle a vu la scène se produire. Léo Vance, le nouveau plongeur, avait été appelé pour aider à débarrasser une table particulièrement grande. À 17 ans, Léo n'était que membre dégingandé et énergie nerveuse, ses yeux écarquillés par l'anxiété perpétuelle d'un adolescent essayant de naviguer dans un monde d'adultes. C'était un bon gamin, calme et travailleur, et Évelyne l'avait pris en sympathie. Alors que Léo tendait la main pour prendre une pile d'assiettes, son bras effleura un verre de vin à moitié vide. Le verre, une pièce délicate de cristal de Venise, vacilla un instant avant de s'écraser sur le sol, se brisant en 1000 minuscules poignards de verre et éclaboussant une fine brume de bordeaux coûteux sur le pantalon de costume sur mesure d'Henri Lemoine. Le silence qui suivit fut immédiat et absolu. Chaque conversation cessa. Chaque tête se tourna vers la scène du crime. Lemoine baissa les yeux sur son pantalon, puis leva les yeux vers Léo, son visage un masque de rage tonitruant. Espèce de lourdeau maladroit. La voix de Lemoine était un grognement bas qui traversa la pièce silencieuse. Avez-vous la moindre idée de combien coûte ce costume? C'est plus que ce que vous gagnerez en un an à laver la vaisselle dans cette excuse pathétique de restaurant. Léo resta figé, son visage cendré. Je suis vraiment désolé, monsieur. C'était un accident. Un accident? Ricana Lemoine en tamponnant la tâche avec une serviette en soie. L'incompétence n'est pas un accident. C'est un défaut de caractère. Dites-moi, mon garçon, êtes-vous aussi stupide que vous en avez l'air? Évelyne sentit une vague de colère brûlante monter dans sa poitrine. Elle avait déjà vu Lemoine rabaisser le personnel, mais c'était différent. Il y avait une cruauté particulière dans la façon dont il démolissait un jeune garçon déjà terrifié. Elle posa sa carafe d'eau sur une table voisine et se dirigea vers la table de Lemoine, ses talons claquant résolument sur le sol en marbre. « Monsieur Lemoine, dit-elle, sa voix calme mais ferme. C'était un accident. Léo est un nouveau membre de notre personnel, et il est encore en train d'apprendre. » Le regard glacial de Lemoine se tourna vers Évelyne. « Et qui êtes-vous? »« Là. Mère du garçon? »« Je suis sa collègue, » répondit Évelyne, soutenant son regard sans ciller. « Et j'apprécierais que vous ne lui parliez pas de cette façon. » Un hoquet collectif ondula dans la salle à manger. Personne, absolument personne, ne parlait à Henri Lemoine de cette manière. Lemoine haussa un sourcil parfaitement dessiné. Il semblait plus amusé qu'en colère maintenant, comme si un chaton avait essayé de défier un lion. Sa collègue, répéta-t-il, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Comme c'est noble de votre part. Mais votre noblesse ne paiera pas pour mon costume. Je veux que ce garçon soit renvoyé. Sur le champ. Monsieur Martin, le propriétaire du restaurant, se précipita, son visage pâle et perlé de sueur. Monsieur Lemoine, s'il vous plaît, ne soyons pas hâtifs. Nous pouvons faire nettoyer le costume par des professionnels, bien sûr, et nous vous dédommagerons pour tout dommage. Je ne veux pas de dédommagement, dit Lemoine, sa voix tombant à un murmure dangereux. Je veux qu'il parte. Cet établissement est censé être un havre d'excellence, pas un terrain d'entraînement pour des enfants maladroits. S'il n'est pas renvoyé avant que je finisse mon dessert, non seulement je ne dînerai plus jamais ici, mais je me ferai une mission personnelle de m'assurer que personne d'important ne remette plus jamais les pieds dans cet endroit. La menace flottait dans l'air, lourde et suffocante. Monsieur Martin regarda Léo, puis Évelyne, ses yeux suppliants. C'était un homme bon, mais c'était aussi un homme d'affaires, et il savait que Lemoine était un homme de parole.
Le cœur d'Evelyne battait dans sa poitrine. Elle savait ce qui allait arriver. Elle savait que dans ce monde, les puissants gagnaient toujours. Mais en regardant Léo, qui fixait le sol, les épaules affaissées par la défaite, elle sut qu'elle ne pouvait pas reculer. « Vous ne pouvez pas le renvoyer pour un accident, » dit-elle, sa voix résonnant d'une conviction qu'elle ne se connaissait pas. « Ce n'est pas juste. » Le sourire narquois de Lemoine s'élargit. « Juste, ma chère enfant. Le juste est un concept pour les philosophes et les miséreux. Dans le monde réel, il n'y a que le pouvoir. Et je l'ai. Il part, ou vous partez tous les deux. » Monsieur Martin se tordit les mains, son visage un masque d'angoisse. « Evelyne, s'il vous plaît. » Mais Evelyne tint bon. « Alors je suppose que nous partons tous les deux. » Elle se tourna vers Léo et lui fit un petit sourire rassurant. « Viens, Léo. Allons chercher nos affaires. » Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, le silence dans la salle à manger fut rompu par un applaudissement lent et moqueur d'Henri Lemoine. « Bravo !» cria-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. « La serveuse et le plongeur. Une tragédie des temps modernes. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que vous trouverez une soupe populaire qui embauche. » Evelyne ne se retourna pas. Elle garda la tête haute, une promesse silencieuse à elle-même qu'elle ne laisserait pas cet homme, ce symbole de tout ce qu'elle méprisait, briser son esprit. Elle ne le savait pas encore, mais ce seul acte de défi avait mis en marche une chaîne d'événements qui allait changer sa vie et celle de toutes les personnes impliquées pour toujours. Le premier domino était tombé, et les autres étaient sur le point de s'effondrer de manière spectaculaire. Les lumières fluorescentes et stériles de la ruelle derrière la cage dorée semblaient, à des années-lumière, de la douce lueur dorée de la salle à manger. L'air était épais de l'odeur des ordures et de la graisse, un rappel brutal de la réalité peu glamour qui sous-tendait le monde de la haute gastronomie. Evelyne s'appuya contre le mur de briques froides, l'adrénaline de sa confrontation avec Henri Lemoine commençant à s'estomper, laissant une douleur creuse à sa place. Léo était assis sur une caisse de lait renversée, la tête dans les mains. Il tremblait, non pas à cause de l'air frais de la nuit, mais à cause du choc et de l'humiliation des événements de la soirée. « Je suis vraiment désolé, Evelyne, marmonna-t-il, sa voix étouffée par ses mains. J'ai tout gâché. Je t'ai fait perdre ton travail. » Evelyne se décolla du mur et s'assit sur la caisse à côté de lui. « Et, dit-elle, sa voix douce. Regarde-moi. » Léo leva lentement la tête. Ses yeux étaient bordés de rouge et son visage était pâle. « Tu n'as rien fait de mal, dit Evelyne, sa voix ferme. C'était un accident. Et je n'ai pas perdu mon travail à cause de toi. Je l'ai perdu parce que j'ai choisi de défendre ce qui était juste. Mais c'est Henri Lemoine, balbutia Léo comme si le nom lui-même était une malédiction. Il peut nous ruiner. Il ne peut nous ruiner que si nous le laissons faire, dit Evelyne, une lueur de défi dans les yeux. Ce n'est qu'un tyran avec un gros compte en banque. Il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent. Léo la regarda, une lueur d'admiration dans ses jeunes yeux. Tu n'as pas peur de lui, n'est-ce pas? Evelyne hésita un instant. Peur? Bien sûr, elle avait peur. Elle venait de perdre sa seule source de revenus. Son loyer était dû la semaine prochaine, et son compte d'épargne était une plaisanterie. Mais elle ne laisserait pas Léo le voir. Elle devait être forte pour eux deux. La peur est un choix, dit-elle, répétant un mantra que sa grand-mère lui disait souvent. Et je choisis de ne pas avoir peur des hommes comme lui. Elle réussit à esquisser un petit sourire. D'ailleurs, je commençais à en avoir assez de cet endroit. Les clients étaient tous si dorés. Léo laissa échapper un petit rire larmoyant. Oui, doré et coincé. Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, les bruits de la ville un rugissement lointain. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Léo, sa voix à peine un murmure. « Je trouverai bien quelque chose, » dit Evelyne, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Je m'en sors toujours. » Elle regarda Léo, une pensée soudaine la frappant. « Et toi? Tu as de la famille en ville ?» Le visage de Léo s'assombrit. « Ma mère, elle n'est pas bien. Je lui envoyais la plupart de mon salaire. » Le cœur d'Evelyne se serra pour lui. Il n'était qu'un gamin portant le poids du monde sur ses épaules. « Où est-ce que tu habites » demanda-t-elle. « Un petit appartement dans le 20e arrondissement, » répondit-il. « D'accord, » dit Evelyne, prenant une décision. « Voici ce que nous allons faire. Nous allons rentrer chez moi. J'ai un canapé sur lequel tu peux dormir quelques nuits, et demain, nous commencerons à chercher de nouveaux emplois ensemble. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Vraiment? Tu ferais ça pour moi ?»« Bien sûr, » dit Evelyne en lui ébouriffant les cheveux. « Nous sommes la serveuse et le plongeur. Tu te souviens? On doit se serrer les coudes. » Un sourire sincère, le premier qu'elle avait vu de lui de toute la soirée, se répandit sur le visage de Léo. « Merci, Evelyne. Merci. »
Alors qu'ils entamaient la longue marche vers le petit appartement d'Evelyne dans un quartier moins chic de Paris, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'être observée. Elle jeta quelques coups d'œil par-dessus son épaule, mais les rues étaient vides. C'était probablement juste sa paranoïa, se dit-elle. Le stress de la soirée commençait à l'atteindre, mais elle avait tort. De la fenêtre assombrie d'une berline noire garée de l'autre côté de la rue de la Cage Dorée, deux silhouettes avaient observé toute la scène. L'une était l'associé d'Henri Lemoine, un homme nommé Cartier, son visage un masque de professionnalisme froid. L'autre était une femme, ses traits obscurcis par les ombres. Elle tenait un téléphone à son oreille, sa voix basse et urgente. « C'est fait, dit-elle. » La fille, Evelyne Dubois, elle a défendu le garçon. Ils ont tous les deux été renvoyés. Il y eut une pause alors qu'elle écoutait la personne à l'autre bout du fil. « Oui, continua-t-elle. Elle est exactement comme vous l'avez décrite, fougueuse, pleine de principes. » Une autre pause. « Ne vous inquiétez pas, dit la femme, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Monsieur Lemoine l'a mordu à l'hameçon. Le jeu a commencé. » Elle termina l'appel et se tourna vers Cartier. « Allons-y. Nous avons une livraison à organiser. » Cartier hocha la tête, son expression illisible. Il démarra la voiture et quitta le trottoir, la berline noire et élégante disparaissant dans la nuit. La ville dormait, inconsciente de la toile complexe de secrets et de mensonges qui se tissait autour d'une jeune serveuse et d'un plongeur adolescent. Les joueurs avaient été placés, l'échiquier était prêt, et le premier coup avait été joué. Mais dans ce jeu de pouvoir et de tromperie aux enjeux élevés, il était impossible de dire qui était le pion et qui était la reine. Une chose était certaine, cependant, pour Evelyne Dubois, la vie ne serait plus jamais la même. Les ondulations de son petit acte de défi étaient sur le point de devenir un raz-de-marée, et elle se tenait juste à l'épicentre. La tempête arrivait, et elle se dirigeait droit sur elle. Les jours suivants passèrent dans un flou de candidatures et de nouilles instantanées. Le petit appartement d'Evelyne, habituellement un sanctuaire de calme, était maintenant un centre de commandement pour leur recherche d'emploi. Le sol du salon était jonché de journaux, leur section de petites annonces encerclées d'encre rouge. Son ordinateur portable était en permanence ouvert sur la table basse. Son écran un flux constant de sites d'emploi en ligne et de mails de rejet. Malgré la sombre réalité de leur situation, un étrange sentiment de camaraderie s'était développé entre Evelyne et Léo. Ils partageaient des histoires de leur passé, leurs espoirs pour l'avenir. Evelyne apprit que Léo était un artiste talentueux, son carnet de croquis rempli de dessins complexes de créatures fantastiques et de pays lointains. Il rêvait d'aller à l'école des beaux-arts, un rêve qui semblait maintenant incroyablement distant. Evelyne, à son tour, s'ouvrit sur sa propre vie, une histoire qu'elle partageait rarement avec qui que ce soit. Elle lui parla de son enfance dans un petit village de Bourgogne, de ses parents décédés dans un accident de voiture quand elle avait 18 ans, la laissant avec une montagne de dettes et un profond sentiment de solitude. Elle avait déménagé à Paris pour échapper aux fantômes de son passé, pour se construire une nouvelle vie. « Je suppose que nous sommes tous les deux des fugitifs », avait dit Léo, un sourire triste sur son visage. « Je préfère le terme aventurier », avait répondu Evelyne, essayant d'injecter un peu de légèreté dans leur conversation. Mais alors que les jours se transformaient en une semaine, leur optimisme commença à décliner. Chaque candidature semblait aboutir à une impasse. Les restaurants qui avaient autrefois été impatients d'embaucher une serveuse expérimentée comme Evelyne n'avaient soudainement plus de postes vacants. Même les emplois les plus subalternes pour lesquels Léo était surqualifié étaient mystérieusement pourvus juste avant son entretien prévu. Il ne leur fallut pas longtemps pour comprendre ce qui se passait. Henri Lemoine mettait sa menace à exécution. Son nom, semblait-il, était un poison qui avait entaché leur réputation. Ils étaient sur liste noire, inemployables. Le poids de leur situation s'abattit lourdement sur les épaules d'Evelyne. Ses économies diminuaient à un rythme alarmant. Le loyer était dû dans quelques jours, et pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucune idée de comment elle allait le payer. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle fixait une pile de factures de dernier avis sur sa table de cuisine, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, supposant que c'était un autre collecteur de dettes, mais quelque chose la poussa à répondre. « Allô ? Est-ce bien Evelyne Dubois ?» demanda une voix d'homme. C'était une voix qui lui semblait vaguement familière, mais elle ne pouvait pas la situer. « Oui, c'est elle, » répondit Evelyne, sur ses gardes. « Mon nom est Cartier, » dit l'homme. « Je suis un associé de monsieur Henri Lemoine. » Le sang d'Evelyne se glaça. « Que voulez-vous ? » « Monsieur Lemoine a une proposition à vous faire, » dit Cartier, sa voix douce et professionnelle. « Je ne suis intéressé par rien de ce que monsieur Lemoine a à dire, » lança Evelyne, sur le point de raccrocher. « Je vous conseillerais de m'écouter jusqu'au bout, mademoiselle Dubois, » dit Cartier, son ton changeant légèrement, une pointe d'acier sous le velours.
Cela concerne le bien-être de votre jeune ami, Léo Vance. La main d'Evelyne se figea. Quoi à propos de Léo? Monsieur Lemoine a pris un intérêt pour le garçon, dit Cartier. Un intérêt paternel, pourrait-on dire. Il est prêt à offrir à Léo une bourse complète pour la plus prestigieuse école d'art du pays. Il couvrira tous ses frais de scolarité, ses frais de subsistance, tout. Le rêve du garçon de devenir un artiste sera réalisé. Evelyne fut stupéfaite et réduite au silence. Une bourse complète. C'était tout ce que Léo avait toujours voulu. Quel est le piège? Demanda-t-elle, sa voix empreinte de suspicion. Pas de piège, répondit Cartier. Juste une petite condition. Vous, mademoiselle Dubois, devez signer un accord de non-divulgation. Vous accepterez de ne jamais parler des événements qui se sont produits à la Cage Dorée. Vous accepterez également de quitter Paris et de ne jamais revenir. L'esprit d'Evelyne tourbillonnait. Lemoine essayait d'acheter son silence, de l'effacer de la ville, de la vie de Léo. C'était une manœuvre cruelle et manipulatrice, mais une bourse complète pour Léo. C'était un ticket d'or, une chance pour lui d'échapper à la vie de pauvreté et de lutte qui semblait être sa destinée. Pourquoi? Demanda Evelyne, sa voix à peine un murmure. Pourquoi fait-il ça? Monsieur Lemoine est un homme généreux, dit Cartier, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. Il voit du potentiel chez le garçon. Il veut l'aider. Généreux. Evelyne ricana, un rire amer s'échappant de ses lèvres. C'est un monstre. C'est un homme puissant, mademoiselle Dubois, la corrigea Cartier. Et il vous offre un choix. Vous pouvez être la raison pour laquelle Léo Vance passera le reste de sa vie à laver la vaisselle, ou vous pouvez être la raison pour laquelle il deviendra un artiste de renommée mondiale. Le choix vous appartient. La ligne devint silencieuse. Evelyne se tenait dans sa petite cuisine, le téléphone toujours pressé contre son oreille, le poids d'une décision impossible s'abattant sur elle. Lemoine l'avait piégée. Il avait trouvé sa faiblesse, son talon d'Achille, son affection pour Léo. Elle pouvait refuser, bien sûr. Elle pouvait se battre. Mais à quoi cela aboutirait-il? Ils finiraient tous les deux à la rue, leur rêve se transformant en poussière. Mais accepter. Accepter signifiait quitter la ville, quitter Léo, laisser Lemoine gagner. Cela ressemblait à une trahison de tout ce en quoi elle croyait. Ce soir-là, quand Léo rentra d'une autre journée infructueuse de recherche d'emploi, son visage marqué par le découragement, Evelyne sut ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas laisser son avenir être le prix de sa fierté. Elle le fit asseoir et, le cœur lourd, elle lui parla de l'offre de Lemoine. Elle omit la partie où elle devait quitter la ville. Elle lui épargnerait cette douleur. La réaction de Léo ne fut pas celle à laquelle elle s'attendait. Il n'était pas excité. Il était en colère. « Je ne veux pas de sa charité, » dit-il, sa voix tremblant d'une fureur tranquille. « Je ne veux rien de cet homme. »« Léo, c'est ton rêve, » plaida Evelyne. « Tu ne peux pas laisser ta fierté t'en empêcher. »« Ce n'est pas une question de fierté, » rétorqua Léo, ses yeux lançant des éclairs. « C'est une question de principe. Je ne serai pas son pion. Je ne le laisserai pas m'utiliser pour t'atteindre. »« M'atteindre » demanda Evelyne, confuse. « De quoi parles-tu ? Il ne fait pas ça pour moi, » dit Léo, ça. Voix baissant. Il fait ça pour te contrôler, pour t'acheter. Evelyne fut surprise par sa perspicacité. Il voyait la manipulation plus clairement qu'elle. Mais Léo, dit-elle, sa voix douce. Quel autre choix avons-nous? Nous avons l'un l'autre, dit Léo, son regard rencontrant le sien. Nous trouverons bien quelque chose. Nous nous en sortons toujours. À cet instant, Evelyne ressentit une vague de fierté et d'affection pour le jeune homme assis en face d'elle. Il avait plus d'intégrité dans son petit doigt qu'Henri Lemoine n'en avait dans tout son empire. Tu as raison, dit-elle, un sourire perçant à travers son inquiétude. Nous sommes la serveuse et le plongeur. Nous sommes une équipe. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Cartier. Il répondit à la première sonnerie. J'ai réfléchi à votre offre, dit Evelyne, sa voix claire et assurée. Et ma réponse est non. Vous pouvez dire à monsieur Lemoine de prendre sa bourse et son accord de non-divulgation et de se les garder. Elle raccrocha avant que Cartier ne puisse répondre. Un sentiment de libération l'envahit. Elle était peut-être fauchée et sans emploi, mais elle était libre. Elle avait son intégrité, et elle avait son ami. Et pour l'instant, c'était suffisant. Mais alors qu'elle et Léo célébraient leur petite victoire avec un paquet de chips partagés, ils ne se doutaient pas qu'ils étaient à nouveau observés. De l'autre côté de la rue, dans la même berline noire, la femme mystérieuse était de nouveau au téléphone. Elle a refusé l'offre, dit la femme, une note d'admiration dans la voix. Elle est plus forte que je ne le pensais. Il y eut une pause. Oui, continua la femme. Il est temps. Envoyez la voiture.
Elle termina l'appel et regarda le petit immeuble d'appartements sans prétention où Evelyne et Léo riaient, inconscients de la tempête qui était sur le point d'éclater. « Le monde est sur le point de changer pour vous, Evelyne Dubois, » murmura la femme pour elle-même. « Et vous n'avez aucune idée de qui sont vos vrais amis. » Le lendemain matin, la ville se réveilla sur une scène de chaos total devant l'immeuble d'Evelyne. Une Rolls-Royce flambant neuve, de la couleur d'un ciel de minuit, était garée sur le trottoir, un énorme ruban rouge ornant son capot. C'était un char des dieux, un symbole de richesse inimaginable, et il était si déplacé dans ce quartier délabré qu'il semblait avoir été largué d'une autre planète. Une foule de badauds s'était rassemblée, leurs téléphones sortis, prenant des photos et chuchotant d'une voix basse et excitée. À qui appartenait-elle? Une star de cinéma? Un millionnaire reclus? Evelyne et Léo furent attirés hors de l'appartement par l'agitation. Quand Evelyne vit la voiture, sa première pensée fut que c'était une sorte de mauvaise blague. Un coup de pub d'Henri Lemoine, peut-être une façon de se moquer de sa pauvreté, de lui faire miroiter tout ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Mais ensuite, elle vit l'homme debout à côté de la voiture. Il était impeccablement vêtu d'un uniforme de chauffeur, ses gants blancs immaculés, sa posture droite comme un i. Il tenait une petite enveloppe scellée. Alors qu'Evelyne s'approchait, les yeux du chauffeur rencontrèrent les siens. Il fit une petite révérence respectueuse. « Mademoiselle Evelyne Dubois ?» demanda-t-il, sa voix un baryton poli à l'accent britannique. Evelyne hocha la tête, son cœur battant dans sa poitrine. Le chauffeur lui tendit l'enveloppe. « Ceci est pour vous. » Avec des mains tremblantes, Evelyne brisa le seau de cire et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule carte épaisse. Le lettrage en relief était simple, élégant et absolument ahurissant. Il disait « Un cadeau. Les clés et la carte grise sont dans la boîte à gants. La voiture est immatriculée à votre nom. Félicitations, mademoiselle Dubois. Vous l'avez bien mérité. » Il n'y avait pas de signature, aucune indication de l'expéditeur. Evelyne fixa la carte, puis la voiture, puis de nouveau la carte. Cela n'avait aucun sens. Ce devait être une erreur. « Il doit y avoir un malentendu, » dit-elle au chauffeur. « Je ne peux pas accepter ça. »« Il n'y a aucun malentendu, mademoiselle Dubois, » répondit le chauffeur, son expression impassible. « La voiture est à vous. Mes instructions étaient de vous la livrer puis de partir. Mon travail ici est terminé. » Avec une autre révérence polie, le chauffeur se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule de badauds. Evelyne resta debout devant une voiture d'un demi-million d'euros, à une clé et un titre de propriété de devenir sa propriétaire. La foule bourdonnait de questions. Léo la fixait, bouche bée, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Evelyne, murmura-t-il, qu'est-ce qui se passe ?»« Je n'en ai aucune idée, » répondit-elle, sa voix un mélange d'admiration et de confusion. Son esprit s'emballa, essayant de donner un sens à la situation. Qui lui donnerait une Rolls-Royce? La seule personne à laquelle elle pouvait penser qui avait ce genre d'argent était Henri Lemoine. Mais pourquoi lui ferait-il un cadeau aussi extravagant? Était-ce un autre de ces jeux manipulateurs, une façon de l'endetter envers lui, de la posséder? La pensée lui fit parcourir un frisson dans le dos. Elle ne voulait rien de cet homme. Elle préférerait être sans abri que d'être endettée envers lui. « Je ne la garde pas, » dit-elle, sa voix ferme. « Je vais découvrir qui l'a envoyée, et je vais la rendre. » Elle ouvrit la portière de la voiture. L'intérieur était une symphonie de cuir couleur crème et de noyer poli. L'odeur de voiture neuve était enivrante. Elle ouvrit la boîte à gants. À l'intérieur, comme la carte l'avait promis, se trouvaient les clés et la carte grise. La voiture était immatriculée à son nom, Evelyne Dubois. Mais il y avait autre chose dans la boîte à gants, un petit carnet relié en cuir. Il semblait vieux, ses pages jaunies par le temps. Elle l'ouvrit. La première page portait un seul nom écrit dans une écriture cursive élégante, Éléonore Vance. Le nom ne lui disait rien. Mais quand elle le montra à Léo, son visage devint d'une pâleur mortelle. « Léo ?» demanda Evelyne, son inquiétude grandissant. « Qu'est-ce qu'il y a? Qui est Éléonore Vance ?» Léo la regarda, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de tristesse. « C'était ma grand-mère. » La révélation flotta dans l'air, épaisse de questions non dites. La grand-mère de Léo, mais elle était morte. Il avait dit à Evelyne qu'elle était décédée il y a quelques années. « Mais comment ?» balbutia Evelyne. « Qu'est-ce que ta grand-mère a à voir avec ça? »« Je ne sais pas, » dit Léo, sa voix tremblante. « Je ne comprends pas. » Il lui prit le carnet des mains et commença à en feuilleter les pages. C'était un journal intime rempli des pensées et des sentiments de sa grand-mère, de ses espoirs et de ses craintes. Mais alors qu'il lisait, son expression passa de la confusion à une compréhension naissante.
Evelyne, dit-il, sa voix à peine un murmure. Nous devons aller quelque part de privé. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis le début. Ils s'éloignèrent avec la Rolls-Royce de la foule ébahie, le moteur un ronronnement silencieux et puissant. Evelyne ressentait un étrange sentiment de détachement, comme si elle était dans un rêve. La ville, qui lui avait autrefois semblé si hostile et impitoyable, semblait maintenant glisser, un flou de béton et de verre. Ils finirent dans un petit parc isolé surplombant la Seine. Le soleil du matin jetait une lueur dorée sur l'eau, un contraste saisissant avec le tumulte dans le cœur d'Evelyne. Ils s'assirent sur un banc, le journal relié en cuir sur le siège entre eux. « Mon vrai nom n'est pas Léo Vance », commença le garçon, sa voix lourde du poids de sa confession. « C'est Léo Vance le moine. » Le souffle d'Evelyne se coupa dans sa gorge. « Le moine, comme dans Henri le moine ?»« Henri le moine est mon grand-père », continua Léo, ses yeux fixés sur la rivière. Le monde sembla basculer sur son axe. Evelyne fixa le garçon à côté d'elle, le garçon qu'elle avait considéré comme un ami, une autre victime. Il était le petit-fils de l'homme qui les avait tourmentés, de l'homme qui avait essayé de ruiner leur vie. Une vague de trahison l'envahit. « Tu m'as menti, dit-elle, sa voix froide. « Je n'avais pas le choix, dit Léo, sa voix suppliante. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Il lui raconta une histoire si pleine de secrets et de mensonges, de drame familial et d'espionnage industriel qu'elle ressemblait à l'intrigue d'un film hollywoodien. Sa grand-mère, Éléonore Vance, avait été une brillante femme d'affaires, la fondatrice d'une petite mais prospère entreprise technologique. Elle avait été une rivale d'Henri Lemoine, un homme qu'elle méprisait pour ses pratiques commerciales impitoyables et contraires à l'éthique. Il s'était livré à une querelle amère pendant des années, une bataille d'intelligence et de volonté qui s'était déroulée dans les salles de conseil et les tribunaux. Mais leur rivalité avait pris une tournure personnelle lorsque la fille d'Éléonore, la mère de Léo, était tombée amoureuse du fils d'Henri Lemoine. C'était un amour interdit, une histoire de Roméo et Juliette des temps modernes. Leur famille avait été déchirée lorsque les parents de Léo étaient morts dans un accident d'avion. Un accident que Léo soupçonnait maintenant de ne pas en être un. Il avait été laissé à la garde de sa grand-mère, Éléonore. Éléonore l'avait élevé en secret, le cachant à son grand-père, un homme qu'elle croyait être un monstre. Elle lui avait rempli la tête d'histoires sur la cruauté de Lemoine, sur son avidité insatiable, sur les vies qu'il avait détruites dans sa quête incessante de pouvoir. Il y a quelques mois, Éléonore était morte, laissant Léo seul au monde. Mais elle lui avait laissé une mission, démasquer son grand-père, le faire tomber, obtenir justice pour ses parents et pour toutes les personnes que Lemoine avait lésées. Elle avait un plan, expliqua Léo, sa voix remplie d'une détermination nouvelle. Un plan pour s'approcher de lui, pour trouver des preuves de ses crimes. C'est pourquoi je travaillais à la cage dorée. Je savais qu'il y mangeait tout le temps. J'espérais, je ne sais pas, surprendre quelque chose, trouver quelque chose. Et le vin renversé ? Demanda Evelyne, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Était-ce un accident ? Léo hésita un instant, puis secoua la tête. Non, je l'ai fait exprès. Je voulais créer une scène, pour voir comment il réagirait. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'en mêlerais. Evelyne resta silencieuse, son esprit tourbillonnant sous l'effet des révélations. Le plongeur adolescent qu'elle avait défendu était un agent secret, une taupe dans le cercle intime de son propre grand-père, et elle, la serveuse involontaire, était devenue une actrice clé dans son jeu dangereux. Mais la Rolls-Royce, dit-elle, sa voix un murmure. Ta grand-mère est morte. Qui l'a envoyée ? Léo ouvrit le journal à la dernière page. Il y avait une dernière entrée, écrite d'une main faible et tremblante. Elle disait « Mon très cher Léo, si tu lis ceci, alors je suis parti. Mais mon combat n'est pas terminé. J'ai mis en marche un plan pour t'aider, un plan pour te donner les ressources dont tu as besoin pour vaincre ton grand-père. J'ai une vieille amie, une alliée de confiance, qui veillera sur toi. Elle saura quand le moment sera venu de se révéler. Cherche la femme dans l'ombre. Elle sera ton guide. » Sous l'entrée se trouvait un numéro de téléphone. « Je pense que ma grand-mère avait un plan de secours, » dit Léo, ses yeux rencontrant ceux d'Evelyne. « Je pense qu'elle savait qu'elle ne vivrait peut-être pas pour voir son plan se réaliser. Et je pense qu'elle t'a choisi, Evelyne. Elle t'a choisi pour m'aider. » Evelyne fixa le numéro de téléphone, son cœur battant dans sa poitrine. Un bienfaiteur mystérieux, une femme dans l'ombre, une guerre secrète contre un tyran milliardaire. Sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était une révolutionnaire. Et elle avait une Rolls-Royce, un adolescent espion et le journal d'une femme morte comme arme. Le jeu venait de devenir beaucoup plus intéressant, et Evelyne Dubois était prête à jouer.
Le poids des révélations de Léo s'installa autour d'Evelyne comme un brouillard épais. Son monde, qui quelques jours auparavant était défini par la réalité simple et exténuante de payer le loyer et de servir des entrées hors de prix, avait volé en éclats. Elle n'était plus seulement une serveuse luttant pour sa dignité. Elle était un pion, ou peut-être un cavalier, dans une partie d'échecs multigénérationnelle à laquelle elle ne savait pas qu'elle participait. Elle regarda Léo. Le regarda vraiment pour la première fois. L'adolescent dégingandé et nerveux avait disparu. À sa place se tenait un jeune homme aux yeux vieillis, accablé par un héritage de secrets et une mission de vengeance. Le poids sur ses épaules était bien plus lourd qu'un plateau de vaisselle sale. Donc, pendant tout ce temps, commença Evelyne, sa voix encore empreinte d'une pointe d'incrédulité. Tu jouais un rôle. Le plongeur maladroit était une comédie. Léo hocha la tête, une lueur de honte dans les yeux. Je suis désolé de t'avoir menti, Evelyne. Quand tu m'as défendu, je me suis senti terriblement mal. Tu risquais ton travail pour un mensonge. Ce n'était pas un mensonge complet, le corrigea doucement Evelyne. La peur dans tes yeux quand le moine te criait dessus. C'était réel, n'est-ce pas? Il me terrifie, admit Léo, sa voix à peine un murmure. Ma grand-mère m'a raconté des histoires, des choses qu'il a faites à des gens, à sa propre famille. Ce n'est pas juste un tyran, Evelyne. Il est dangereux. La colère d'Evelyne envers Léo pour sa tromperie se dissipa, remplacée par une prise de conscience glaçante. Elle ne s'était pas seulement opposée à un client impoli. Elle avait publiquement défié un homme qui jouait pour de vrai. Un homme qui, selon son propre petit-fils, était capable de tout. Son esprit revint à la berline noire qu'elle avait vue devant le restaurant. Le sentiment d'être observée. Ce n'était pas de la paranoïa. Quelqu'un les avait observés. La femme dans l'ombre. L'alliée mystérieuse de la grand-mère de Léo. Cette femme, dit Evelyne en tapotant le journal. L'amie de ta grand-mère. Qui est-elle? Comment la trouvons-nous? Le journal dit juste de la chercher, répondit Léo, la frustration claire dans sa voix. Et il y a ce numéro de téléphone. Evelyne sortit son propre téléphone. Son écran fissuré et l'autonomie de sa batterie, source constante d'anxiété. Il semblait absurdement inadéquat pour la tâche à accomplir. Elle regarda de son téléphone bon marché à la Rolls-Royce étincelante garée à quelques mètres de là. Le contraste était une métaphore parfaite de sa vie à ce moment-là. Bon, dit-elle en prenant une profonde inspiration et en se ressaisissant. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Elle composa le numéro. Il sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Juste au moment où elle s'apprêtait à raccrocher, une femme répondit. Sa voix était calme, cultivée et dégageait un sentiment de contrôle déconcertant. Je me demandais quand vous appelleriez, mademoiselle Dubois. Le cœur d'Evelyne manqua un battement. Qui est-ce? Une amie, répondit la femme. Une amie d'Éléonore Vance, et je crois, une amie à vous. Vous avez envoyé la voiture, déclara Evelyne, non pas comme une question, mais comme une confirmation. En effet, confirma la femme. Éléonore était très précise dans ses instructions. Elle pensait qu'un grand geste était nécessaire pour attirer votre attention et pour envoyer un message à Henri Lemoine. Quel message? Demanda Evelyne, sa prise se resserrant sur le téléphone. Que le jeu a changé, dit la femme, une pointe d'acier dans la voix. Qu'il n'est plus le seul joueur sur l'échiquier avec des ressources. 1000 questions tourbillonnaient dans l'esprit d'Evelyne. Qui était cette femme? Pourquoi était-elle impliquée? Quel était son lien avec la famille Vance? Mais elle savait que ce n'était pas le moment pour un interrogatoire complet. Elle avait besoin de réponses, mais plus encore, elle avait besoin d'un plan. Que voulez-vous de moi? Demanda Evelyne, sa voix assurée. Je veux vous aider, répondit la femme. Éléonore m'a confié l'œuvre de sa vie, une collection de preuves, de documents et de témoignages qui, s'ils étaient révélés, non seulement détruiraient la réputation d'Henri Lemoine, mais le mettraient aussi derrière les barreaux pour très longtemps. Le souffle d'Evelyne se coupa. C'était plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir justice pour les parents de Léo ou pour le personnel de la Cage Dorée. Il s'agissait de démanteler un empire criminel. Pourquoi moi? Demanda Evelyne, la question qui la hantait depuis qu'elle avait vu la Rolls-Royce. Pourquoi Éléonore m'a-t-elle choisi? Parce qu'elle a vu en vous ce qu'elle voyait en elle-même, dit la femme, sa voix s'adoucissant légèrement. Une battante, quelqu'un avec une forte boussole morale, quelqu'un qui n'avait pas peur de tenir tête au tyran, aussi puissant soit-il. Elle vous a observé pendant des semaines, Evelyne. Elle a vu la façon dont vous traitiez vos collègues, la façon dont vous vous comportiez avec dignité et grâce dans un monde qui en manque souvent. Elle savait que vous étiez la bonne personne. Evelyne était sans voix. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, une femme maintenant décédée, avait vu en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en elle-même.
Elle avait été choisie. Où sont les preuves? Demanda Evelyne, sa voix remplie d'un nouveau sentiment de détermination. Elles sont en sécurité, répondit la femme. Mais elles ne sont pas complètes. Il y a une dernière pièce du puzzle. Nous avons besoin d'une pièce que seule une personne de l'intérieur peut obtenir, et c'est là que vous et Léo intervenez. La ligne resta silencieuse un instant, comme si la femme laissait le poids de ses mots s'installer. C'est dangereux, Evelyne, continua la femme, sa voix un avertissement sourd. Henri Lemoine est un animal acculé. Il sera plus impitoyable, plus imprévisible que jamais. Il s'en prendra à vous. Il essaiera de vous détruire. Evelyne regarda Léo, qui la regardait avec un mélange d'espoir et de peur. Elle pensa à sa vie jusqu'à ce point, une vie de désespoir tranquille, à simplement essayer de s'en sortir. Elle pensa aux innombrables fois où elle avait mordu sa langue, ravalé sa fierté juste pour garder un emploi, pour payer ses factures. Et puis elle pensa au sentiment qu'elle avait eu en tenant tête à Lemoine. La montée d'adrénaline, le sentiment de libération. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'était sentie vivante. « Je n'ai pas peur de lui », dit Evelyne. Et cette fois, elle le pensait. La peur était toujours là. Un nœud froid au creux de son estomac, mais elle était éclipsée par autre chose, quelque chose de plus fort, un sentiment de mission, une soif de justice. « Bien », dit la femme au téléphone, car la guerre ne fait que commencer. Elle donna à Evelyne une série d'instructions, une heure et un lieu pour une réunion. Puis elle raccrocha. Evelyne resta assise en silence pendant un long moment, le téléphone toujours à la main. La ville s'étalait devant elle comme un champ de bataille. On lui avait donné une nouvelle identité, une nouvelle mission. Elle n'était plus Evelyne Dubois la serveuse. Elle était Evelyne Dubois l'arme secrète. Elle se tourna vers Léo, une lueur déterminée dans les yeux. Il est temps de passer à l'offensive. Leur première cible était le seul endroit qui détenait la clé de la chute de Lemoine, son bureau. Une forteresse de verre et d'acier au cœur de la ville. Un endroit réputé impénétrable. Mais Evelyne avait un plan aussi audacieux que dangereux. Et il impliquait d'utiliser l'arme même de Lemoine contre lui, son ego. Elle regarda la Rolls-Royce, non plus un symbole d'un rêve impossible, mais un outil, une clé. « Je pense qu'il est temps de rendre visite à Monsieur Lemoine, » dit-elle, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres. « Après tout, il mérite un mot de remerciement. Tu ne crois pas ?» Léo la regarda, un lent sourire se répandant sur son propre visage. La peur était toujours là. Mais maintenant, elle était mêlée à autre chose. L'excitation. Le jeu était lancé. Et pour la première fois de sa vie, il ne jouait pas en défense. Il était à l'attaque. Et il avait la meilleure partenaire qu'il aurait pu espérer. La serveuse et le plongeur étaient sur le point d'affronter le milliardaire, et ils allaient le faire avec style. Le lendemain matin, Evelyne et Léo mirent leur plan audacieux à exécution. Evelyne, vêtue d'un élégant tailleur-pantalon d'occasion qu'elle avait acheté avec le reste de son argent, avait tout l'air d'une femme confiante et prospère. Léo, dans un costume simple mais bien coupé, ressemblait moins à un plongeur adolescent qu'à un jeune héritier d'une fortune. Ils conduisirent la Rolls-Royce jusqu'à la Tour Lemoine, le monument étincelant à l'ego d'Henri Lemoine qui dominait l'horizon de la ville. La voiture, symbole de leur pouvoir nouveau bien que mystérieux, ronronna en s'arrêtant sur le trottoir, un requin glissant dans un banc de Véron. Le portier, habitué à l'élite de la ville, se précipita pour ouvrir la porte d'Evelyne, ses yeux écarquillés d'un mélange d'admiration et de déférence. La voiture leur avait accordé l'accès, une clé pour un monde qui leur avait été jusqu'alors fermé et interdit. Ils entrèrent dans le hall, un espace caverneux de marbre et de verre, leur pas résonnant dans le silence quasi cathédral. Evelyne marchait avec une confiance qu'elle ne ressentait pas, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Elle était une imposture dans ce monde de pouvoir et de privilèges, un loup déguisé en agneau. Mais elle savait que pour réussir, elle devait incarner le rôle. Elle s'approcha du bureau de la réception, une dalle massive de marbre noir présidée par une femme au chignon parfaitement coiffé et au regard glacial. « Evelyne Dubois pour voir Monsieur Lemoine », annonça Evelyne, sa voix fraîche et assurée. Les yeux de la réceptionniste clignèrent avec un éclair bref, presque imperceptible, de reconnaissance. L'histoire de la serveuse qui avait défié Henri Lemoine était devenue un murmure dans l'industrie des services de la ville, un conte de mise en garde, une légende. « Avez-vous un rendez-vous » demanda la réceptionniste, sa voix dégoulinant de dédain. « Non » répondit Evelyne, un sourire confiant jouant sur ses lèvres. « Mais je crois qu'il m'attend. » Elle posa une petite boîte cadeau élégante sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait une seule rose blanche parfaite et une simple note manuscrite. Elle disait « Merci pour le cadeau. C'est un peu ostentatoire à mon goût, mais j'apprécie le sentiment. J'ai pensé que nous devrions discuter des termes de mon silence en personne. Vous savez où me trouver. »
Elle avait signé simplement « la serveuse ». C'était un bluff, un pari à haut risque. Elle pariait sur l'arrogance de Lemoine, sur son besoin de contrôler le récit, d'avoir le dernier mot. Elle comptait sur le fait qu'il serait incapable de résister à l'occasion de jubiler, de faire peser son pouvoir sur elle une fois de plus. La réceptionniste, la curiosité piquée, prit la boîte et disparut dans un bureau arrière. Evelyne et Léo attendirent, la tension dans l'air si épaisse qu'elle en était presque suffocante. Chaque seconde qui passait semblait une heure. Finalement, la réceptionniste revint, son expression un mélange de choc et de confusion. « Monsieur Lemoine vous recevra maintenant », dit-elle, sa voix à peine un murmure. Ils avaient réussi. Ils avaient franchi la forteresse. Ils furent escortés jusqu'à un ascenseur privé qui les emmena à l'étage du Pentouze, la ville se réduisant sous eux. L'ascenseur s'ouvrit directement sur le bureau de Lemoine, un vaste espace ensoleillé avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offrait une vue panoramique sur le monde qu'il croyait posséder. Henri Lemoine était assis derrière un bureau massif, un trône des temps modernes de chrome et de cuir. Il était une araignée au centre de sa toile, ses yeux froids et calculateurs, fixés sur eux alors qu'ils entraient. Cartier, son associé omniprésent, se tenait silencieusement dans un coin, un chien d'attaque loyal, attendant l'ordre de son maître. « Mademoiselle Dubois », dit Lemoine, sa voix un ronronnement bas. « À quoi dois-je ce plaisir inattendu ?»« Je suis venu vous remercier pour la voiture », dit Evelyne, sa voix ne trahissant aucune de la peur qui se tordait dans son estomac. « Bien que je doive admettre que je suis un peu surprise. Je ne vous prenais pas pour le genre à faire des cadeaux aussi extravagants à une parfaite inconnue. » Les lèvres de Lemoine se courbèrent en un sourire suffisant. « Ne jouons pas à des jeux, mademoiselle Dubois. Nous savons tous les deux que je ne vous ai pas envoyé cette voiture, bien que je sois intrigué. Vous semblez avoir acquis un admirateur très riche et très généreux. » Ses yeux se tournèrent vers Léo, une lueur de quelque chose d'illisible dans leur profondeur. C'était la première fois qu'il reconnaissait la présence de son petit-fils. « Mes amis sont mes propres affaires, » dit Evelyne, sa voix sèche. « Je suis ici pour discuter de votre offre, celle que votre toutou a livrée à mon appartement. » Elle jouait avec le feu. Elle savait qu'elle provoquait un homme qui pouvait l'écraser sans une seconde pensée. Mais elle devait le maintenir en déséquilibre, le garder concentré sur elle, pendant que Léo mettait la deuxième partie de leur plan en action. Tandis qu'Evelyne engageait Lemoine dans une bataille de volonté, Léo, sous le prétexte d'admirer la vue, commença à se déplacer lentement dans le bureau. Il cherchait quelque chose de spécifique, quelque chose dont sa grand-mère lui avait parlé dans son journal. Un petit coffre-fort caché derrière un tableau représentant une mer déchaînée. C'était là que Lemoine gardait ses secrets les plus précieux, son levier, comme il l'appelait. « Vous êtes une petite teigneuse, n'est-ce pas ?» dit Lemoine, une lueur d'amusement dans les yeux. « Je vois pourquoi mon associé a été si séduit par vous. Mais vous jouez dans une ligue que vous ne comprenez pas, ma chère. Vous êtes un guppy nageant avec les requins. Et vous êtes un dinosaure, rétorqua Evelyne, faisant cliqueter vos vieux os en pensant que vous régnez encore sur le monde. Mais une nouvelle ère se lève, monsieur Lemoine, et vous êtes sur le point de disparaître. » L'amusement de Lemoine s'évanouit, remplacé par un éclair de fureur froide. « Vous avez une langue bien pendue, mademoiselle Dubois. Je ferai attention où vous la pointez. Elle pourrait vous attirer des ennuis. »« Est-ce une menace ?» demanda Evelyne, le menton haut. « C'est une promesse, » siffla Lemoine. Juste à ce moment-là, Léo, qui avait atteint le tableau, trébucha accidentellement, faisant tomber un petit vase en porcelaine d'un piédestal voisin. Il se brisa sur le sol, le son résonnant dans le silence tendu. « Maladroit », murmura Lemoine, son attention momentanément détournée. C'était l'ouverture dont ils avaient besoin. Pendant que Cartier se déplaçait pour nettoyer les débris et que Lemoine était distrait par l'apparente incompétence de son petit-fils, les yeux d'Evelyne parcoururent le bureau, cherchant tout ce qui pourrait être utile. Son regard tomba sur un petit cadre en argent sur le bureau de Lemoine. C'était une photo d'une jeune femme au sourire chaleureux et aimant. Elle avait les yeux de Léo. C'était sa mère. Et à côté du cadre photo, presque caché sous une pile de papier, se trouvait un petit livre relié en cuir, un grand livre comptable. Au même moment, Léo, sous prétexte d'aider à nettoyer le vase cassé, réussit à scanner discrètement l'arrière du tableau avec un petit appareil spécialisé caché dans sa manche. C'était un scanner de haute technologie, un cadeau de l'amie mystérieuse de sa grand-mère. Il pouvait détecter la présence de compartiments cachés et de coffres-forts. L'appareil vibra silencieusement, confirmant l'emplacement du coffre-fort. Il l'avait trouvé, mais il lui fallait encore la combinaison. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Evelyne de l'autre côté de la pièce. Elle fit un signe de tête subtil, presque imperceptible, en direction du cadre photo sur le bureau. L'esprit de Léo s'emballa. Sa mère, le cadre photo. Serait-ce aussi simple?
Sa grand-mère lui avait dit que le moine, malgré toute sa monstruosité, avait une seule faiblesse, son fils décédé, le père de Léo. Il l'avait aimé d'un amour féroce et possessif. Léo pensa à l'anniversaire de mariage de ses parents. C'était une date qui avait été gravée dans sa mémoire, une date qui représentait à la fois l'amour et la perte. Il se redressa, son visage un masque de contrition juvénile. « Je suis vraiment désolé, grand-père. Je suis si nerveux. » Hors de ma vue, gronda le moine, sa patience à bout. Tous les deux. J'en ai fini avec cette conversation. Alors qu'Evelyne et Léo se tournaient pour partir, Evelyne effleura accidentellement le bureau, son sac à main faisant tomber le grand livre sur le sol. Dans la fraction de seconde qu'il lui fallut pour se pencher et le récupérer, elle réussit à prendre quelques photos rapides des pages ouvertes avec un minuscule appareil photo dissimulé dans sa broche. Les pages étaient remplies d'une série complexe de chiffres et de codes, un langage qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle savait important. Ils furent escortés hors du bureau, les lourdes portes se refermant derrière eux avec un bruit sourd et final. Ils avaient survécu à leur première incursion dans l'antre du lion. Ils n'avaient pas obtenu le contenu du coffre-fort, mais ils avaient son emplacement, une combinaison possible et une copie d'un mystérieux grand livre. Alors qu'ils descendaient dans l'ascenseur, l'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par un sentiment d'exaltation. Ils l'avaient fait. Ils avaient affronté le monstre dans son repère et en étaient repartis avec leur première victoire. Mais alors qu'ils sortaient sous la lumière vive du soleil de la ville, une berline noire s'arrêta sur le trottoir. La vitre se baissa et la femme du téléphone, la bienfaitrice mystérieuse, était assise sur la banquette arrière. « Montez, dit-elle, sa voix calme mais urgente. Nous devons parler. » Le jeu venait de prendre un autre tournant inattendu. Et Evelyne et Léo étaient sur le point de se retrouver face à face avec la femme qui détenait tous les secrets. La femme qui tirait les ficelles depuis le tout début. L'allié de l'ombre était sur le point d'entrer dans la lumière. La femme qui les attendait dans la berline avait une aura d'autorité tranquille qui semblait déplacée dans le chaos de la circulation parisienne. Elle était élégamment vêtue, ses traits nets et intelligents, ses yeux d'un gris perçant qui semblait tout voir. Elle leur fit un signe de tête alors qu'ils montaient à l'arrière, l'intérieur en cuir sentant le luxe et le pouvoir. Le silence dans la voiture était tendu, rompu seulement par le ronronnement du moteur alors qu'elle s'éloignait en douceur du trottoir. « Je m'appelle Isabelle de la Cour, dit-elle enfin, sa voix aussi douce que le cuir des sièges. J'étais l'avocate d'Éléonore Vance et sa plus proche confidente. » Elle se tourna vers Léo, son expression s'adoucissant. « Elle vous aimait plus que tout au monde, Léo. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour vous protéger et pour vous assurer un avenir. » Léo hocha la tête, incapable de parler, une boule d'émotion se formant dans sa gorge. Evelyne, quant à elle, était en alerte. Elle avait appris à se méfier des cadeaux et des alliés qui apparaissaient de nulle part. « Et le grand livre ?» demanda Evelyne, allant droit au but. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» Isabelle esquissa un léger sourire, un signe d'appréciation pour le pragmatisme d'Evelyne. Éléonore soupçonnait depuis longtemps que le moine utilisait un système de comptabilité parallèle pour dissimuler ses activités illégales. Pot de vin, blanchiment d'argent, manipulation de marché. Ce grand livre, si nous pouvons le déchiffrer, est la clé pour le prouver. J'ai pris des photos, dit Evelyne en sortant son téléphone. La qualité n'est pas parfaite, mais... Isabelle lui tendit une tablette. Transférez-les. J'ai une équipe prête à les analyser. Pendant qu'Evelyne transférait les images, Isabelle expliqua leur prochaine étape. Le grand livre n'est qu'une partie de l'équation. Le coffre-fort contient les documents originaux, les preuves physiques qui lient le moine directement à ses crimes. Plus important encore, Éléonore était convaincue qu'il contenait la preuve qu'il avait saboté l'avion de vos parents, Léo. La voiture s'arrêta dans un parking souterrain discret, sous un immeuble haussmannien anodin. Ils montèrent dans un ascenseur privé jusqu'à un appartement qui servait de quartier général secret. C'était un espace moderne et high-tech, rempli d'écrans et d'équipements de surveillance, un contraste frappant avec la façade historique. Une petite équipe de spécialistes les attendait. Ils se mirent immédiatement au travail sur les photos du grand livre. Isabelle conduisit Evelyne et Léo dans un salon confortable. « Il y a un problème avec la combinaison du coffre-fort, » dit Isabelle en leur servant du thé. « La date d'anniversaire de mariage de vos parents, Léo. C'est une bonne hypothèse, mais le moine est paranoïaque. Il est peu probable qu'il ait utilisé quelque chose d'aussi sentimental sans une couche de sécurité supplémentaire. » Elle projeta une image du clavier du coffre-fort sur un grand écran. C'est un modèle personnalisé. Il nécessite non seulement une séquence numérique, mais aussi une clé biométrique. Une empreinte digitale. Et je suppose que c'est la sienne, dit Evelyne, le découragement commençant à poindre. Précisément, confirma Isabelle.
Obtenir le contenu de ce coffre-fort vient de devenir infiniment plus compliqué. Nous ne pouvons pas simplement y entrer. Nous devons l'Y attirer et le forcer à l'ouvrir lui-même. C'est là que vous, Evelyne, entrez à nouveau en jeu. Moi? Pourquoi moi? Parce qu'il est obsédé par vous, expliqua Isabelle. Vous êtes la seule personne qui lui ait jamais tenu tête sans rien à perdre. Vous l'avez humilié publiquement. Son ego ne peut pas le supporter. Il veut vous briser, pas seulement financièrement, mais personnellement. Nous allons utiliser cela contre lui. Le plan qu'Isabelle exposa était audacieux et incroyablement risqué. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer des preuves, mais de tendre un piège psychologique. Ils allaient faire fuiter une partie des informations du grand livre, juste assez pour faire paniquer le moine, le pousser à vérifier si ses preuves les plus accablantes étaient toujours en sécurité. La fuite serait anonyme, mais elle contiendrait des détails que seule une personne ayant vu le grand livre pourrait connaître, pointant le soupçon directement sur Evelyne. Il vous convoquera, dit Isabelle, son regard intense fixé sur Evelyne. Pas à son bureau cette fois, mais dans un endroit plus privé, où il pense pouvoir vous intimider, vous forcer à lui donner la source de vos informations. Il sera enragé, hors de contrôle. Et quand il le sera, il fera une erreur. Il vous emmènera à son bureau, au coffre-fort, pour vous montrer à quel point vous êtes impuissante, à quel point vos informations sont inutiles parce que les vraies preuves sont hors d'eux. Votre portée. Et quand il posera son pouce sur ce scanner, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Et comment exactement aurons-nous cela? Demanda Léo, sa voix pleine d'inquiétude pour la sécurité d'Evelyne. Il ne la laissera pas simplement repartir avec le contenu. Isabelle sourit. Nous n'aurons pas besoin qu'il nous le donne. L'équipe d'Éléonore a développé une technologie. Un appareil qui peut cloner et transmettre les données d'un disque dur sécurisé sans fil, mais il doit être activé à proximité. Léo, votre rôle sera de placer le dispositif de transmission près du coffre-fort avant la rencontre. Et le vôtre, Evelyne, sera de porter le récepteur et d'activer le transfert au bon moment. C'est un suicide, dit Léo, se levant. Il la tuera. Le risque est énorme, je ne le nierai pas, admit Isabelle. Mais Henri Lemoine est un homme de routine. Il sera tellement concentré sur sa vengeance contre Evelyne qu'il ne remarquera pas Léo. Evelyne regarda le plan se dessiner sur l'écran, un réseau complexe de mouvements et de timing. C'était terrifiant. Mais en regardant Léo, en voyant la douleur dans ses yeux pour les parents qu'il avait à peine connus, et en pensant à la cruauté gratuite de Lemoine, sa peur se transforma en résolution. « Je le ferai, dit-elle, sa voix ne tremblant pas. Dites-moi ce que je dois faire. » Les jours suivants furent un tourbillon d'entraînement et de préparation. Léo apprit les schémas de sécurité de la tour Lemoine, mémorisant les angles morts des caméras et les horaires des gardes. Il s'entraîna à placer le petit dispositif de transmission, pas plus grand qu'une pièce de 2 €, rapidement et silencieusement. Evelyne, quant à elle, fut formée par Isabelle à l'art de la guerre psychologique. Elle apprit à lire les micro-expressions, à pousser les bons boutons, à feindre la peur tout en gardant son calme intérieur. Elle apprit à utiliser le petit récepteur, déguisé en un élégant pendentif autour de son cou. Enfin, le jour J arriva. La fuite anonyme fut envoyée à un blogueur financier influent. En quelques heures, l'histoire explosa, faisant allusion à un scandale au sein de Lemoine Global sans nommer de nom, mais en donnant juste assez de détails pour que le conseil d'administration et Lemoine lui-même sachent que c'était réel. La réaction fut immédiate. Le téléphone d'Evelyne sonna. C'était un numéro privé. La voix de Lemoine était un grognement glacial. « Mon bureau. Dans 1 heure. Ne soyez pas en retard. » L'appât avait été pris. Le piège était tendu. Alors qu'Evelyne se préparait, enfilant une robe simple mais élégante et le pendentif qui contenait tant d'espoir et de danger, elle se regarda dans le miroir. La serveuse fatiguée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait découvert une force qu'elle ne savait pas posséder, une femme prête à affronter un titan, non pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec du courage et la vérité. Le dernier acte était sur le point de commencer. Et que le rideau tombe sur la tyrannie d'Henri Lemoine. Quand Evelyne entra dans la tour Lemoine pour la 2e fois, l'atmosphère était radicalement différente. La déférence craintive du personnel avait été remplacée par une tension palpable. Les murmures s'arrêtaient à son passage. Elle était escortée directement à l'ascenseur privé, sans un mot. Le trajet jusqu'aux Pentouzes semblait durer une éternité. Elle pouvait sentir le pendentif, froid contre sa peau, un rappel constant de la mission. Dans son oreille, une minuscule oreillette, un autre cadeau d'Isabelle, crépita doucement. « Léo est en position. Nous te surveillons, Evelyne. Reste calme. » La voix d'Isabelle était un fil de sécurité dans le vide terrifiant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le bureau de Lemoine. Il se tenait près de la fenêtre,
le dos tourné, contemplant son royaume. La pièce était plus sombre qu'auparavant, les stores baissés, créant de longues ombres menaçantes. Cartier se tenait près de la porte, son visage plus dur que jamais. « Vous avez fait une grave erreur, mademoiselle Dubois, » dit le moine sans se retourner. « Une erreur qui vous coûtera bien plus qu'un simple emploi de serveuse. » Il se retourna lentement, ses yeux brûlants d'une fureur froide. « Qui vous a donné ces informations ?» Evelyne prit une profonde inspiration, se remémorant sa formation. Elle laissa une pointe de tremblement entrer dans sa voix. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai reçu un paquet anonyme. » Rugit-il, traversant la pièce en quelques enjambées. Il s'arrêta juste devant elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous pensiez pouvoir me faire chanter? Me faire peur? Vous n'êtes qu'un insecte. » Evelyne recula, jouant la peur qu'elle ressentait vraiment. « S'il vous plaît, je ne voulais pas. »« Vous vouliez du pouvoir, » l'interrompit-il, un ricanement tordant ses lèvres. « Vous vouliez un avant-goût de ce monde. Laissez-moi vous montrer ce qu'est le vrai pouvoir. » Il la saisit par le bras, sa poigne comme un étau, et la traîna vers le tableau de la mer déchaînée. « Il est temps, » murmura la voix d'Isabelle. « Reste prête. » Le moine repoussa le tableau, révélant le coffre-fort en acier brossé. « Vous voyez ça? C'est le cœur de mon empire. Les secrets qui s'y trouvent pourraient faire et défaire des nations. Et vous, avec vos petits bouts de papier volés, vous n'avez rien. » Il appuya son pouce sur le scanner biométrique. Il y eut un léger clic. Puis, il commença à taper la combinaison. La date d'anniversaire de mariage de ses parents. Léo avait raison depuis le début. Mais il y avait une torsion. Après la date, il ajouta 2 chiffres supplémentaires. L'année de leur mort. Une touche de cruauté narcissique typique de l'homme. La lourde porte du coffre-fort s'ouvrit avec un sifflement. À l'intérieur, des piles de documents, de disques durs et de registres. Il en sortit un disque dur. Il contient tout. Les transactions, les enregistrements, les preuves qui prouvent que l'accident de mon fils n'en était pas un. J'ai dû le faire. Il était faible, corrompu par cette femme, la mère de ce garçon. Il aurait tout détruit. Maintenant, murmura Isabelle. Evelyne appuya discrètement sur le pendentif. Une minuscule lumière bleue, invisible pour le moine, clignota une fois. Le transfert commença. Chaque seconde était une agonie. Elle devait le maintenir distrait. « Alors vous l'admettez, » dit Evelyne, sa voix retrouvant une partie de sa force. « Vous avez tué votre propre fils. » Il la regarda, ses yeux brillants d'une folie triomphante. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger mon héritage. Un héritage que vous ne toucherez jamais. » Il jeta le disque dur dans le coffre et referma la porte. « Et maintenant, en ce qui concerne votre avenir. » Transfert terminé, dit la voix d'Isabelle. « La police est en route. Éloigne-toi de lui, Evelyne. » À cet instant, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec fracas et des policiers d'élite en équipement tactique envahirent le bureau. Le moine se figea, son visage passant de la jubilation à l'incrédulité la plus totale. Cartier fit un mouvement vers son arme, mais fut maîtrisé en quelques secondes. « Henri Lemoine, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, racket et suspicion de meurtre. » Alors qu'on lui passait les menottes, le regard de Lemoine croisa celui d'Evelyne. La haine dans ses yeux était pure, non diluée. Mais pour la première fois, elle ne ressentit aucune peur. Seulement de la pitié. La porte de l'ascenseur s'ouvrit à nouveau. Léo et Isabelle sortirent. Léo se précipita vers Evelyne, la serrant dans ses bras. « Tu l'as fait, » murmura-t-il. « Nous l'avons fait, » répondit-elle. Dans les mois qui suivirent, l'empire d'Henri Lemoine s'effondra comme un château de cartes. Les preuves contenues dans le coffre-fort étaient accablantes. L'histoire de la serveuse qui a fait tomber le milliardaire a fait la une des journaux du monde entier. Léo, en tant que seul héritier survivant, hérita d'une fortune considérable. Mais il ne voulait rien avoir à faire avec l'argent souillé de son grand-père. Sur les conseils d'Isabelle et d'Evelyne, il créa la Fondation Vance Lemoine, une organisation dédiée à aider les jeunes artistes défavorisés et à financer des projets de journalisme d'investigation. Il a vendu la Rolls-Royce, utilisant les fonds comme premier don de la fondation. 1 an plus tard, Evelyne se tenait dans une galerie d'art lumineuse et aérée du Marais. Ce n'était plus la serveuse fatiguée et accablée par les dettes. En tant que directrice exécutive de la fondation, elle portait un costume élégant, mais ses yeux brillaient de la même compassion et de la même force qu'auparavant. La galerie célébrait sa première exposition, mettant en vedette les œuvres des premiers boursiers de la fondation. Au centre de la pièce se trouvait un grand tableau, une représentation abstraite et puissante d'une mer déchaînée, mais à travers les nuages sombres, un rayon de lumière perçait. L'artiste était Léo Vance.
Il la rejoignit, non plus un adolescent effrayé, mais un jeune homme confiant qui avait enfin trouvé sa place. « C'est magnifique, Léo, dit-elle. Il sourit. Ma grand-mère aurait adoré ça. Elle vous aurait adoré aussi, Evelyne. Vous lui ressemblez plus que vous ne le pensez. » Ils se tinrent là, en silence, regardant le tableau. L'histoire avait commencé par un acte de cruauté dans un restaurant de luxe, un moment qui semblait insignifiant. Mais il avait déclenché une révolution, prouvant qu'un seul acte de gentillesse, un seul moment de courage, pouvait en effet renverser un empire et construire quelque chose de beau et de durable à sa place. Le combat était terminé, mais pour Evelyne et Léo, une nouvelle vie, pleine de promesses et de buts, ne faisait que commencer.